Au sommaire de ces journaux, les appels à la tenue d'un dialogue national inclusif demeurent au cœur de débats dans les différents salons. L'ancien candidat à la présidentielle de 2023, l'opposant Martin Fayoulou, n'y relâche pas. Dans un communiqué rendu public, l'homme de la vérité des urnes a réaffirmé son engagement pour un dialogue politique inclusif en RDC, tout en insistant sur la participation de toutes les composantes sociétales afin de consolider la cohésion nationale et promouvoir une paix durable. Les porte-paroles des opérations Nguemba, le capitaine Anthony Mwalushai, a été autorisé à reprendre ses fonctions au sein de la 11e région militaire. Ses propos sur les phénomènes Mobondo lui a valu 2 mois dans la ville de Kinshasa, alors qu'il a été rappelé par sa hiérarchie à suivre dans ses journaux. Et enfin, alors que Washington continue de rassembler une flotte massive d'avions et de navires de guerre au Moyen-Orient, l'Iran espère éviter la guerre, mais il maintient sa position, estimant être en droit de développer ses ressources nucléaires et ne souhaite pas discuter d'autres questions. C'est tout comme titre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver ce jeudi sur Bossolo Télévision pour vous parler de l'actualité. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal que nous ouvrons avec cette nouvelle de l'opposition où l'opposant Martin Fayoulou a relancé les débats autour de l'organisation d'un dialogue national dans un document rendu public ce jeudi 26 février. Les leaders de la MOUCA a plaidé pour un processus inclusif, transparent et représentatif capable d'aborder les causes profondes de la crise congolaise. Parmi les priorités, Martin Fayoulou a évoqué la sécurité, la gouvernance, les réformes électorales et la cohésion nationale. Un appel qui intervient dans un contexte politique et sécuritaire toujours marqué par des fortes tensions dans la partie orientale de la République. Israël Toumba pour plus de détails. L'ancien candidat à la présidentielle de 2023, l'opposant Martin Fayoulou, a appelé via une correspondance à un dialogue national réellement inclusif et représentatif pour sortir la République démocratique du Congo de la crise multiforme qu'il traverse. Dans ces documents rendus publics ce jeudi 26 février, le leader de la MOUCA a insisté sur la nécessité de bâtir un processus qui rassemble toutes les forces vives de la nation sans exclusion. Le dialogue national inclusif est une nécessité vitale. Refuser ces dialogues, c'est refuser la paix. Refuser ces dialogues, c'est prolonger la crise. Refuser ces dialogues, c'est engager une lourde responsabilité politique. Face aux défis sécuritaires persistants, aux tensions politiques et aux fractures sociales, Martin Fayoulou estime qu'un dialogue sincère constitue la seule voie vers une paix durable et un développement stable de la RDC. Pour lui, l'inclusivité ne doit pas être un simple slogan, mais un principe fondamental. Il plaide pour la participation de toutes les composantes nationales, majorité, opposition, société civile, confession religieuse, autorités traditionnelles, femmes, jeunes et enfants, diaspora et même les groupes armés. Au-delà des principes, l'opposant propose 7 axes prioritaires à aborder lors du dialogue. 1. L'intégrité territoriale et la réforme de l'armée. 2. La gouvernance et la lutte contre la corruption. 3. La justice et les droits humains. 4. Les réformes électorales en perspective de 2028. 5. La cohésion nationale. 6. La stabilité régionale dans le Grand Lac. 7. L'évaluation des résolutions issues des précédents dialogues depuis 1958. Martin Fayoulou insiste également sur la transparence du processus et sur l'engagement ferme d'appliquer les résolutions qui en découleraient afin d'éviter les déceptions du passé. Autre point notable, le président angolais Joao Lorenzo est cité comme parrain potentiel de cette initiative, un choix de l'opposant qui se justifie par l'expérience diplomatique de l'Angola dans la gestion des crises régionales. Pour les leaders de la coalition La MOUCA, l'histoire jugera la capacité des acteurs politiques congolais à dépasser leurs intérêts particuliers pour privilégier le bien commun. Un appel qui relance les débats sur l'opportunité et les contours de nouveaux dialogues nationaux en République démocratique du Congo.
Au terme de travaux du Forum de la paix organisé à Béni, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a invité les participants à transformer les recommandations adoptées en actions concrètes sur le terrain face aux défis sécuritaires persistants dans la province du Nord Kivu. Il a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour restaurer durablement la paix et renforcer la cohésion entre les communautés. Suivez ces reportages. C'est dans une atmosphère empreinte d'espoir que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara Bananuré, a déclaré clos les travaux du Forum provincial de paix sur le ZADF. Avant lui, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Somo Kakule-Varis, avait salué la sérénité et l'esprit des responsabilités qui ont caractérisé les échanges, preuve de l'importance accordée par les participants à la recherche des solutions durables. Désormais, la question des ZADF sera abordée non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, comme une menace contre la paix, contre l'humanité, et donc il faut trouver une réponse appropriée à la hauteur de sa gravité. Durant 3 jours, députés nationaux et provinciaux, sénateurs, forces de défense et de sécurité, autorités coutumières, sociétés civiles et partenaires techniques ont analysé la menace terroriste et identifié les défis structurels qui freinent l'action collective. À la clé, plusieurs recommandations majeures. La mise en place d'un cadre de suivi des résolutions, l'élaboration d'un plan provincial intégré de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le renforcement de la coopération interprovinciale et transfrontalière et un accent particulier sur la résilience communautaire et la prévention de la radicalisation des jeunes. Pour Aimé Boji Sangara, ces résolutions doivent désormais se traduire en actions concrètes. Conformément à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre engagement s'inscrit dans une dynamique nationale et régionale visant la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, nous avons désormais une feuille de route claire. Il nous appartient dès lors de transformer nos résolutions en actions concrètes, mesurables et durables. L'histoire jugera notre capacité à agir avec courage et constance. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'unité nationale face à une menace qui dépasse les clivages et exige une mobilisation permanente. Béni, ville meurtrie mais résiliente, ces forums marquent un tournant attendu, celui d'une coordination renforcée et d'une détermination renouvelée pour restaurer durablement la sécurité au Nord Kivu. Vous l'avez certainement suivi au sommaire, rappelé à Kinshasa en décembre dernier, les porte-paroles des opérations Ngemba viennent d'être autorisés à reprendre ses fonctions au sein de la 11e région militaire. Ces déclarations sur le phénomène Mobondo lui ont valu 2 mois dans la capitale. Le capitaine Anthony Mwalushai a été entendu par la première zone de défense au sujet de ces révélations, affirmant notamment l'implication des proches du pouvoir en place derrière le phénomène Mobondo, la possession par ces hommes armés de cartes pour soldats, leur contrat avec les troupes rebelles à l'est de la RDC, les qualifiant de groupes rebelles au regard de l'intensité des violences qu'ils ont commises dans l'ouest du pays. À l'issue des auditions, les renseignements ont été donnés sur ces révélations. Selon des sources proches du dossier, l'option serait levée pour l'interpellation de toutes les personnes impliquées dans la crise des Mobondo. Pour la communauté des victimes, la vérité a triomphé. Les chefs du village Kimomo, Akwamonto, Stana et Libi exige l'intensification des opérations militaires dans toutes les régions encore occupées par les miliciens. Le gouvernement congolais a lancé les programmes Debout Jeunes Congolais pour promouvoir l'entrepreneuriat et la création d'emplois chez les jeunes. Pour ce faire, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a reçu une délégation de ministres afin de discuter de la mise en œuvre de ces programmes. L'objectif reste de transformer les circonscriptions électorales en pôles entrepreneuriaux, identifier des champions en entrepreneuriat et stimuler l'économie locale. Suivez ces commentaires. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a reçu une délégation de membres du gouvernement chargée de la mise en œuvre du programme présidentiel de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes baptisés Debout Jeunes Congolais. La délégation comprenait les ministres de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, les ministres du Genre, de la Famille et des Enfants, Micheline Ombaé Kalama, la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Grace Emi Coutuno, et
le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement de PME, Justin Kalumba Mwalangongo. Au cœur de cette initiative figure le concours national de plans d'affaires simplifiés, prévu le 30 juin 2026. Selon Justin Kalumba Mwalangongo, ces concours poursuivent 3 objectifs majeurs. C'est de voir nos circonscriptions électorales devenir aussi des circonscriptions entrepreneuriales. Le président de la République tient à ce que les concours qui s'effectuent au niveau de nos circonscriptions électorales ne soient pas que politiques, ne soient pas que pour nous produire des champions politiques par rapport aux sièges que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales. Il faudra qu'il y ait aussi un autre championnat. C'est lui qui va nous dégager des champions en entrepreneuriat, champions dans le développement de nos contrées, sur base des plans d'affaires que nous voulons simples. Et donc, c'est un programme qui est ambitieux, mais qui va vraiment s'arrimer avec ce que la CENI est en train de faire. Les programmes des beaux jeunes congolais s'articulent autour de 3 axes principaux: la formation professionnelle, les renforcements des compétences et la qualification de la main-d'œuvre congolaise. Cette initiative découle directement des recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, convoquée en novembre 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. De 305 recommandations initiales, 50 résolutions pertinentes ont été retenues pour guider l'action gouvernementale. Grâce à ces programmes, le gouvernement entend offrir à la jeunesse congolaise non seulement des perspectives d'avenir, mais aussi des moyens concrets pour bâtir un tissu économique dynamique et inclusif. Réunis autour du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, les membres de la Troïka politique et la mission du Fonds monétaire international ont dressé un état des lieux jugé globalement encourageant en dépit du poids des dépenses sécuritaires liées à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Modernisation des régies financières, réforme de la chaîne de la dépense, facture normalisée de la TVA, médiation fiscale. Regardez. C'est une réunion stratégique de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba avec la mission technique du FMI en RDC et les premiers administrateurs suppléants pour le groupe des 17 pays. Cette rencontre s'inscrit dans le travaux préparatoires à la 3e revue du programme soutenu par la facilité élargie des crédits FEC. Elle a pour objectif la collecte des données relatives aux repères structurels. À l'ouverture de travaux, le ministre a remercié les Fonds monétaires international au nom de la plus haute autorité du pays pour son accompagnement dans la mise en œuvre des réformes économiques. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a brossé l'ensemble des préoccupations qui ont été présentées par la mission. Je vous ai parlé de la situation des finances publiques à la fin de l'année 2025 et le contexte qui a prévalu à l'époque. Comme vous savez, la situation sécuritaire à l'Est qui a impacté cette situation des finances publiques. Le ministre est également revenu sur le processus d'émission d'un emprunt obligataire important, les eurobonds. Il a donné la position du gouvernement là-dessus, que c'était crucial pour financer les projets structurants qui aurait un impact sur la croissance économique et sur les conditions de vie des populations. Les patrons des finances a mis en avant 2 leviers stratégiques, l'émission des eurobonds pour financer des projets structurants et l'intégration des ressources de la facilité pour la résilience et la durabilité. Il a souligné que l'économie demeure résiliente et que les équilibres macroéconomiques sont maintenus malgré la pression exercée par les contraintes sécuritaires et la masse salariale sur le budget de l'État. La mission technique du Fonds monétaire international séjourne à Kinshasa du 25 février au 4 mars 2026. Durant cette période, plusieurs séances de travail sont prévues avec les différentes entités étatiques concernées en vue d'évaluer les repères structurels, de consolider les données techniques et de baliser la voie vers la 3e revue du programme.
La Direction générale des impôts, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, ont été ce jeudi 26 février en matinée fiscale consacrée à la présentation de la loi des finances 2026 à l'intention des opérateurs économiques. Cet atelier avait pour objectif d'éclairer les opérateurs économiques sur les réformes initiées par cette régie financière, mais aussi d'écouter les préoccupations de ces derniers. Bosco Kabamba et Fiston Mohamed Fazili étaient présents pour le compte de Bossolo Télévision. Regardez. Le membre de la Fédération des entreprises du Congo se sont retrouvés en atelier ce jeudi 26 février 2026 dans la salle Suzanne de l'hôtel Sultani de la Gombe dans le cadre de poursuite de séances de vulgarisation de nouvelles réformes engagées par la Direction générale des impôts. Dans son mot d'ouverture, Thierry Ngoy, administrateur délégué de la FEC, a loué la collaboration existante entre ces deux institutions. Une occasion pour lui d'inviter les opérateurs économiques de se conformer aux nouvelles innovations initiées pour cette année, tout en exhortant la DGI à tenir compte de préoccupations des uns et des autres. Au nom du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo, remercier le directeur général des impôts qui n'a pas hésité un instant de répondre à notre sollicitation afin d'animer cette matinée. L'objectif de cette matinée est double. Présenter aux entreprises les innovations fiscales contenues dans la loi des finances 2026, assorties des clarifications facilitant leur compréhension. De son côté, le professeur Mboko Djanjima, directeur de législation et coopération fiscale internationale, a présenté les différentes innovations apportées par la DGI au regard de la loi financière 2026. Les nouvelles mesures fiscales touchent, comme on venait de le dire, les procédures fiscales, la taxe sur la valeur ajoutée, mais également aussi l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La loi des finances a donné une double possibilité à l'administration des impôts de pouvoir attribuer le numéro impôt en ligne et d'office. L'objectif poursuivi par cette mesure, c'est en réalité de ne pas absolument exiger le PV de localisation des entreprises avant attribution du numéro impôt. C'est par une séance des questions-réponses que les opérateurs économiques ont soulevé un bon nombre de matières fiscales qui semblaient constituer des zones d'ombre. C'est dans un climat de parfaite collaboration que les opérateurs économiques ont promis d'appliquer aisément ces différentes réformes fiscales. Dans le reste de l'actualité, un phénomène choquant prend de l'ampleur au sein de la société quinoise face à la détresse ou au danger. Certains préfèrent prendre leur téléphone et filmer plutôt que de tendre la main à la personne en péril. Filmer au lieu de secourir, publier au lieu d'assister. La quête du buzz semble désormais primer sur la vie humaine. Maître Ben Bonginda dénonce avec fermeté cette dérive, rappelant que la non-assistance en personne en danger est une infraction punie par la loi congolaise. Ces propos ont été recueillis par Johnny Yombo et Roublin Bamba. Bon, nous tenons d'abord à vous remercier pour cette occasion. Et notre point de vue est que nous ne pouvons pas encourager ce genre de pratique parce que ne pas assister quelqu'un qui est en danger ou un danger imminent, c'est une infraction. Conformément à l'article 66 bis et terre du code pénal congolais, les faits pour quelqu'un de s'abstenir, il voit quelqu'un, peut-être un enfant qui est en train de se noyer, une personne âgée qui est en danger, alors au lieu de les secourir, de la porter assistance, vous vous abstenez, ça constitue une infraction. Et une pareille attitude peut amener quelqu'un à la condamnation de 3 mois à 1 an de servitude pénale. Et donc la loi condamne cette pratique, cette attitude, parce que vous devez être en mesure d'apporter assistance. Bien qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait le danger à l'égard de celui qui est exposé, mais aussi la personne qui vient intervenir doit être aussi à l'abri du danger. C'est-à-dire, moi, je peux vous aider à condition que moi-même, je ne sois pas en danger. Mais si réellement, vous avez la capacité de venir en aide, d'assister quelqu'un, d'apporter secours à quelqu'un, alors que vous-même, vous n'êtes pas en danger, vous devez
porter assistance. Le fait pour vous de vous abstenir, surtout que ce soit volontairement, ça constitue une infraction de non-assistance des personnes en danger. Prenons le cas des accidents. Au Congo, aujourd'hui, deux véhicules se coïncident, il y a l'accident. Au lieu d'apporter assistance à la personne, l'amener à l'hôpital le plus proche, mais les gens préfèrent filmer. Il y a des inondations aujourd'hui. Nous voyons que les gens sont en train d'être victimes des inondations. Au lieu de porter assistance, d'apporter un secours, les gens préfèrent filmer pour mettre ça sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook, TikTok, WhatsApp, ainsi de suite. Et donc, le conseil, c'est de ne pas vraiment avoir ce genre d'attitude, parce que si réellement l'OPG ou le magistrat ou une personne tierce pourrait dénoncer ce genre d'attitude, la personne coupable peut se voir condamnée. Le député national, Prince Willy Michi, qui a déclaré dans une interview exclusive accordée à Bossolo Télévision qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds impliquant la ministre de l'EPST, Raissa Malou. Selon lui, la patronne de l'éducation nationale n'a tout simplement pas fait preuve de vigilance face à la mauvaise gestion qui règne dans son secteur. L'élu de Walikale a également annoncé que les 62 signatures des députés recueillies en vue d'une éventuelle motion de censure ont été suspendues en attendant les résultats de l'audit en cours. Suivez cette interview. À 62 signatures, on a suspendu en attendant les résultats de l'audit. Puisque nous félicitons aussi les ministères du budget et des finances qui ont collaboré avec nous pour nous donner ces informations-là. C'est inacceptable. La masse salariale aujourd'hui avoisine 316 milliards de francs congolais chaque mois qu'on donne pour les enseignants, dont 260 millions pour les salaires et 58 millions pour la prime. Mais on constate que cet argent-là n'arrive pas aux enseignants. Avant, c'était les chefs d'établissement qui prenaient la prime, mais aujourd'hui on a dit non, on va mettre la prime à côté du salaire. Donc nous voulons que, et c'est ça au fait, qui aujourd'hui risque de compromettre les programmes de gratuité d'enseignement de base. Puisque lorsque la DINACOPE procède à des recrutements des éléments parfois même fictifs ou des enseignants qui n'opèrent pas, au détriment de ceux-là qui travaillent, cela risque de compromettre le programme de gratuité qui nous a permis l'année passée de remettre sur les bancs de l'école 7 millions de nos enfants. L'année passée, le gouvernement a construit 1384 écoles primaires et secondaires. Mais il faut maintenant qu'il y ait la rationalité. Puisque si nous allons à cette allure, le gouvernement risque de ne plus être capable de payer. Et c'est comme ça que nous avons remercié les chefs de l'État pour avoir écouté notre alerte. On vient d'ordonner un audit au niveau du gouvernement sur la paie des salaires. C'est comme ça que vous avez vu, ces retards ici, ce sont des retards qui sont dits au détournement. Donc la ministre, directement, elle n'a pas détourné, mais nous avons attiré son attention, puisque la Constitution est claire, la ministre est responsable de son département. Elle doit veiller sur le fonctionnement de ce service, puisque la DINACOPE est un service technique du ministère, c'est elle qui est censée contrôler la paie. On a même constaté qu'on a même délocalisé la paie. Les locaux de Bossolo Télévision ont été envahis mercredi dernier dans la matinée par des agents licenciés de la société de gardiennage G4S en RDC qui dénonçaient un licenciement qu'ils jugent abusif. Ils ont aussi saisi les responsables du groupe de presse Bossolo Télévision, le journaliste Israël Mutombo, pour présenter leurs doléances et réclamer justice. Israël Toumba et Emmanuel Impungu pour cet élément. G4S DRC, entreprise de gardiennage, ses agents ont saisi les patrons du groupe de presse Bossolo Télévision pour lui présenter leurs doléances. Ce mercredi matin, ils ont envahi l'entrée principale de bureau du groupe de presse Bossolo avant de s'exprimer en ces termes. Nous sommes travailleurs de la société de gardiennage G4S. C'est l'année passée que l'État a promulgué le SMIC. Alors nous nous inquiétons que la société n'applique pas le SMIC pour nous. Malheureusement, un de nos chefs nous avait infiltrés dans notre groupe WhatsApp où nous discutions du SMIC
Et un matin, la société a commencé à convoquer NA1 et nous ont licenciés sans préavis. Nous demandons que la justice soit faite pour nous. Nous sommes faibles. Nous les avons porté plainte à l'inspection du travail. Ils nous ont dit qu'on ne les mettra nulle part. Parmi ces dizaines d'employés de la société se trouve un père d'environ 70 ans dont le solde final est évalué à $259 américains alors que son salaire brut était de $250. Selon ces simples calculs, la société n'aurait versé que $9 pour ses pères de famille comme solde final après 28 ans de service chez G4S. Cette affaire relance les débats sur l'amélioration des conditions de travail en RDC comme le souhaite le président de la République. À l'écoute de leurs revendications, Israël Mutombo a promis de se pencher sur les dossiers afin que les demandeurs retrouvent leurs droits légitimes. Les licenciements au sein des entreprises suscitent de plus en plus d'inquiétudes et poussent certains observateurs à appeler l'État à intervenir pour garantir la paix sociale et le respect du droit du travail. Ben voilà, c'est par cette nouvelle internationale que nous refermons complètement cette grande édition du journal coordonnée par Esther Yamoumé, réalisée par Gédéon Chitumbi et Prince Ngoyi. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir était pour moi de vous retrouver pour vous informer, très chers téléspectateurs. Merci, au revoir.